Oui. Oui, c'est bon, on vous entend. Je demande juste une petite seconde. Bon, bah, sinon, ça sera. Hop, hop, hop. Ah, ça y est, ça fonctionne. Parfait. Une petite frayeur. Donc, bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer. Je vois qu'il y a encore 4 personnes dans la salle d'attente que je fais rentrer, même 5. Donc, bonsoir à tous et merci de votre présence. Alors, je suis à Chaponneau avec Damien Combet, le maire de Chaponneau, et des élus du conseil municipal. Et donc, merci de votre présence pour cette traditionnelle réunion publique en ligne donc, qui a lieu tous les jeudis soirs à 19 h. Et pour commencer, je propose au maire de la commune de présenter sa commune, ce qui me permet moi, de faire les derniers petits réglages techniques. Bien, bonsoir à tous. Je veux commencer par remercier le député Gassillou de sa présence sur notre commune une bonne partie de la journée, puisqu'il est ici à Chaponneau depuis 15 h. Nous avons profité de sa présence pour rencontrer pendant 1 heure les restaurateurs de notre commune qui sont fortement impactés, bien évidemment, comme vous le savez, par la crise sanitaire actuelle. Et puis, nous avons également eu l'occasion ensuite d'échanger avec le député et puis l'association Vifil qui travaille pour protéger les femmes victimes de violences conjugales et la structure Habitat et Humanisme avec qui nous avons un projet pour installer sur notre commune dans un bâtiment qui a été acquis par la collectivité, une structure d'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Voilà, donc on a eu l'occasion d'échanger avec le député à ce sujet-là. En quelques mots, parce que je crois que l'objectif pour tous les participants à cette visio, c'est de pouvoir nous poser des questions, et j'imagine plus particulièrement aux députés. Chaponneau, nous sommes pas loin maintenant de 9000 habitants, un territoire de 1700 hectares, une zone d'activité, des zones d'activité importantes qui contribuent très sérieusement à l'équilibre financier de notre territoire via la communauté de communes. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je crois qu'il ne faut pas être beaucoup plus long et je préfère laisser aux participants la parole et aux députés, bien évidemment, son intervention également. Très bien, merci beaucoup Damien. Alors sur le fonctionnement, c'est relativement simple. Donc vous êtes 2 types de participants. Il y a des participants qui sont connectés directement sur le logiciel de visioconférence, donc ils peuvent interagir avec nous en vidéo et en audio. Et il y a ceux qui nous suivent sur Facebook Live, qui eux peuvent intervenir au travers des petits commentaires. Donc ce que je vous propose effectivement, c'est d'en rester là, on va dire, sur le propos introductif pour qu'on puisse avoir le plus de temps possible pour les échanges. Et donc, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire au travers du petit chat, on va dire, qui est en bas à droite du logiciel, ou en intervenant directement en audio. Et si vous êtes un peu timide, vous avez même la fonctionnalité lever la main qui vous permet de signaler votre intention d'intervenir. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer à prendre une de vos interventions. Et puis, maire député, on essaiera d'apporter une réponse consolidée à la fois de ce qui peut être traité en local ou de ce qui peut être traité au niveau national. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? La première question étant toujours la plus difficile. Oui. Dès que la première sera lancée. Oui, bonsoir. Alors, si vous pouvez... Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Jean-Michel à Chaponneau. Très bien. Alors, on ne voit pas votre vidéo, mais c'est peut-être normal. Vous m'entendez? Non. Oui, on vous entend. Allez-y. Moi, je vous entends bien.
Eh ben, allez-y, posez votre question. Bon, ben, je pose ma question si vous entendez. J'avais une question pour Monsieur Combet. J'ai sur ma dernière feuille d'impôt taxe foncière, il y a une colonne qui s'appelle syndicat commune. Et sur l'année 2020, donc, la cotisation a augmenté de 27%. Est-ce que M. Combet peut m'expliquer ce que c'est que le syndicat de communes? Je pense que vous faites allusion, alors dans le syndicat de communes, alors je pense qu'il doit y avoir le syndicat, l'adjointe aux finances est juste en face de moi, donc c'est le CIGERLI, oui effectivement c'est le CIGERLI, c'est le syndicat de gestion de l'électricité et l'évolution que vous avez pu voir sur votre feuille d'impôt effectivement, c'est le fait qu'il y a eu un transfert de la compétence éclairage public de la commune vers ce syndicat, effectivement, l'an dernier. D'accord. Donc, ça a eu un impact. Ma colonne commune devrait diminuer. Non, la colonne commune. Ma colonne commune devrait diminuer. Les taux n'ont pas augmenté et ils n'augmenteront pas encore l'an prochain puisqu'on l'a voté hier soir au conseil municipal. En revanche, il y a eu un transfert effectivement d'une charge qui était tenue, payée, financée par le budget communal au CIGERLI et du coup, il y a une fiscalisation effectivement de cette charge-là qui était à hauteur d'environ 160 000 € par an. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que quand la commune se décharge d'une dépense vis-à-vis d'une autre, j'ai pas une colonne qui diminue et une qui augmente, parce que là j'ai les deux qui augmentent quand même. Alors vous avez la colonne de la taxe foncière de la commune qui n'a pas augmenté, les taux sont restés les mêmes, mais effectivement la commune, vous avez raison de le souligner, la commune a une charge en moins d'environ 160 000 € par an, qui était une charge qu'elle assumait jusqu'à présent puisqu'elle assumait des compétences éclairage public, qu'elle a choisi de transférer au CIGERLI. Et effectivement, c'est une fiscalisation qui a créé une augmentation du taux de ce syndicat de communes. D'accord. Donc, effectivement, c'est une augmentation de votre fiscalité pour cette année-là, au moment où on a transféré effectivement la charge au CIGERLI. Et donc, pour apporter un éclairage complémentaire. Et dans cette... Oui. Oui, j'écoute. Voilà. Et donc, j'écoute, je suis mal connecté. Et donc, pour apporter un éclairage complémentaire donc, sur le financement des syndicats, qui ont une place importante dans notre vie, sur l'éclairage public, parfois sur l'assainissement, sur le ramassage des ordures ménagères, effectivement, soit ils ont trois types de financement habituellement, ces syndicats intercommunaux, soit ils sont financés directement par une subvention des communes, comme c'était le cas avant pour le CIGERLI à Chaponneau, soit ils ont ce qu'on appelle une fiscalité propre, c'est-à-dire qu'eux-mêmes déterminent un taux de fiscalité, effectivement, comme c'est devenu le cas pour le CIGERLI, soit également, parfois, ils émettent un financement forfaitaire en fonction du service rendu, comme ça peut être le cas sur les ordures ménagères. Et donc, souvent, quand on délivre un service au public, on doit opter, effectivement, pour l'un ou l'autre de ces types de financement. Voilà. Je ne sais pas si les autres, vous m'entendez bien, juste pour voir si c'est ma connexion Internet qui... Oui, apparemment, ça a l'air d'être OK. Donc voilà, donc ça apporte la réponse à M. Allard sur la partie du CIGERLI. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Alors, je vois qu'il y a plusieurs interventions dans les textes, mais si quelqu'un souhaite intervenir en audio... Oui, bonsoir, Jean-Pierre Nemo, je suis conseiller municipal sur la commune de Vaugneray. Donc j'ai une question qui intéresse, je pense, tout le monde, mais en particulier M. Gassiou. Aujourd'hui, donc je suis en charge, entre autres, de tout ce qui est développement durable. Aujourd'hui, on constate dans le futur projet de reprise des transports du département par le Citral, puisque même si ça s'appellera peut-être plus Citral, mais c'est eux qui auront la mainmise sur nos transports en commun. On sent que dans les projets qui sont annoncés aujourd'hui, ou surtout ceux qui sont arrêtés, il y a un souhait assez clair, en tout cas c'est ce que nous on ressent,
d'un abandon de l'Ouest lyonnais, région riche, pour des projets qui se déportent forcément à l'Est, ou des projets un peu utopiques. Est-ce que vous avez eu à discuter avec eux? Je ne sais pas aussi en tant que maire de Chaponneau. Nous, on espérait un métro qui vienne un peu plus loin, hein, chez vous ou à Brignais, de façon à avoir un vrai système multimodal avec un parking, parce que ce qu'on nous propose d'un téléphérique, moi j'aime bien la montagne, mais en partant de la mairie de Francheville, on part où il n'y a même pas une place de parking déjà en temps normal. Quand on sera 20 000 à prendre le téléphérique, on va sûrement rigoler, quoi. Alors, et là, c'est vrai que tous les projets de l'Ouest, on n'en parle plus. Alors, bon, très bonne question sur ce sujet très important qui est celui des mobilités qui nous intéresse beaucoup et sur lequel c'est parfaitement pertinent que vous nous interrogiez, puisqu'on a voté une loi mobilité il n'y a pas longtemps et Damien a sa casquette de vice-président mobilité de la communauté de communes de la Vallée du Garonne. Alors, pour fixer le cadre national d'abord, effectivement, sur les mobilités, il y avait une articulation jusqu'à présent entre le Citral qui gérait les mobilités sur la métropole lyonnaise et les Cars du Rhône, puis la région qui gérait les Cars du Rhône. En gros, le Citral gérait les bus rouges et le département puis la région gérait les bus bleus, les fameux Cars du Rhône. Et puis, il y avait effectivement un mitage territorial qui était en train de se mettre en place, puisque les communes du Nouveau-Rhône pouvaient adhérer ou non, en fonction de leur volonté, au Citral. Et la commune de Chaponneau, mais je pense que Damien le dira, avait choisi volontairement d'adhérer au Citral. Dans la loi mobilité qui a été votée en 2019, de mémoire, on a prévu un article 14 qui vise à la création d'un établissement public à l'échelle de l'ensemble du Rhône, donc métropole de Lyon et Nouveau-Rhône, associant l'ensemble des communautés de communes, la métropole de Lyon et la région, pour gérer les transports d'une manière homogène sur l'ensemble du département. Donc à la fois sur l'offre de transport collectif, la définition des lignes, etc., mais également la tarification, pour qu'avec le même ticket, on puisse partir par exemple de Saint-Symphorien-sur-Coise, en passant par Vaugneray, et continuer jusqu'au centre de Lyon s'il le fallait. Et donc dans le cadre de cette année 2021, cet établissement public est en train de se mettre en place et les collectivités sont en train de délibérer, notamment pour les questions financières. Je crois qu'à Chaponneau, d'ailleurs, vous l'avez fait hier soir, oui. Sur la commune de Brignais également, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, voilà, le cadre national, c'est la mise en place d'un établissement public sur l'ensemble du département du Rhône. Après, peut-être, Damien, tu peux nous éclairer sur comment ça se passe sur le territoire. Dans la question que j'ai entendue de la part de l'interlocuteur, vous êtes élu à Vaugneray, si j'ai bien compris, hein? Oui, c'est ça. Oui, ouais. J'avais pas bien entendu au démarrage. Je pense qu'il faut dissocier deux sujets. Il y a un sujet politique et puis il y a un sujet administratif. Au niveau administratif, le député vient de répondre à l'organisation cible qui est en train de se mettre en place et qui sera effective au 1er janvier 2021, qui est le fait qu'il y aura un nouvel établissement public local. On peut continuer à l'appeler Citral, je pense qu'il aura un autre nom, en tous les cas, qui va englober globalement l'ensemble du département du Rhône et de la métropole. Sur ce volet-là, on peut considérer qu'a priori, ça devrait permettre d'avoir un maillage des transports en commun meilleur que ce qui existe actuellement, en tous les cas pour les communes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas adhérentes au Citral. Quand je dis ça, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des impacts financiers pour ces communes et ces communautés de communes, puisque dorénavant, ce sont les communautés de communes qui vont être adhérentes de ce futur établissement public local. Il y aura des impacts financiers et il faut qu'avant le 1er octobre prochain, l'ensemble des futurs adhérents de cette EPL se soient mis d'accord sur les modalités financières et les conventions qui seront signées de la participation de chaque EPCI à ce futur EPL. S'il n'y a pas d'accord avant le 1er octobre, c'est le préfet qui décidera de manière unilatérale de la participation financière de chacune des collectivités. Bon, on peut imaginer qu'il va y avoir un accord qui sera trouvé et que, de fait, il va y avoir des services nouveaux qui vont être mis en place sur les territoires qui, jusqu'à présent, n'étaient pas adhérents au Citral. La question que vous nous posez, elle est sur un second registre que je considère plus politique. Vous nous expliquez le fait qu'effectivement, la gouvernance actuelle du Citral
la nouvelle gouvernance a effectivement évoqué dans ses prises de parole récentes des modifications dans les projets qui pouvaient effectivement avoir été initiés par la gouvernance précédente. En l'occurrence, par exemple, il était évoqué la prolongation du métro B jusqu'au 7 chemins. C'était un projet qui était étudié par la gouvernance du Citral précédente. Eh bien, effectivement, le nouveau président du Citral, depuis le mois de septembre, a effectivement considéré que les projets de métro n'étaient plus des projets prioritaires pour le Citral et que, a priori, la prolongation du métro B au 7 chemins n'était plus un sujet, au même titre que la création de la ligne E, par exemple, la ligne qui devait faire Alaï-Pardieu. Eh bien, même si celle-ci, il y a encore un petit espoir de pouvoir faire changer d'avis la gouvernance du Citral, en tous les cas, on a compris dans les propos du président que les métros n'étaient plus un sujet. Alors, vous avez fait allusion au téléphérique. C'est un sujet qui ne concerne pas la commune de Chaponneau, qui concerne des communes voisines. Donc, je me garderai de prendre une position par rapport à cela vis-à-vis de mes collègues de Francheville et de Sainte-Foy-les-Lyons, qui, eux, ont pris des positions d'ailleurs différentes. En tous les cas, sur le sujet des métros, je considère qu'il est important de pouvoir continuer à minima à pouvoir obtenir un métro, une nouvelle ligne de métro, le métro E, qui viendrait dans un premier temps jusqu'à Alaï et qu'on pourrait imaginer ensuite être tiré jusqu'à Craponne. La desserte du métro E n'aura rien à voir avec ce que pourrait être une desserte par transport par câble qui serait beaucoup plus locale. Et donc, il faut continuer. En tous les cas, j'espère que ça sera un sujet qui sera porté par les futurs adhérents de nos territoires. Quand je dis de nos territoires, des territoires de l'Ouest lyonnais, les futurs adhérents de l'EPL, pour porter à la future gouvernance la volonté de continuer à travailler sur ce métro E. Est-ce que Jean-Pierre, donc conseiller municipal à Vaugneray, ça vous convient comme réponse? Enfin, est-ce que vous avez la réponse, moi, ma crainte, alors je suis de la même équipe que l'équipe sortante, celle de Daniel, mais c'était mon épouse qui était conseillère avant. Moi, on a décidé, nous, à l'époque, de ne pas rentrer dans le Citral. Donc, Vaugneray a mis en place un transport en commun municipal qui a eu l'avantage de nous permettre d'avoir la main dessus, de doubler les fréquences. Je ne sais pas si autour de la table, il y a des gens de Brinda, mais je crois que l'expérience de Brinda, qui avait resté dans le Citral, a vu ses fréquences plutôt chuter sur ces dernières années. Demain, on ne pèsera rien dans le Citral, même tout l'Ouest lyonnais. L'équipe en place, c'est l'équipe de demain. Hein, ça serait étonnant qu'il y ait des gros changements. Et le poids qu'on pourra peser, j'espère que nos communautés de communes, donc nous, la CCEL, celle du Garon et tout, et donc votre région, monsieur le député, on sera solidaire là-dessus, qu'on ne se retrouve pas avec ce qu'ont vécu, je pense, Brinda, avec une perte de décision. D'abord, ça c'est sûr qu'on ne va plus avoir la main, mais des fréquences, parce qu'on n'a pas grand-chose. Et comme Craponne, vous l'avez dit, dès qu'on arrive à Craponne, mais c'est pareil chez vous à Chaponneau, dès qu'on arrive aujourd'hui sur ces axes-là, c'est une catastrophe. Et le transport en commun, moi je me bats dans ma commune pour qu'on développe les voies vertes et choses de ce type-là, mais on n'aura plus la main sur le transport en commun qui est d'avenir. Alors, il faut savoir que dans le futur établissement public local, il y aura une voie pour 20 000 habitants. Donc ça veut dire que nos communautés de communes respectives, que ce soit la CCVL ou la CCVG, nous aurons 2 voies au sein de ce futur EPL, et il y aura un représentant, puisqu'il y aura un représentant pour 3 voies. Donc nous, on n'aura pas 3 voies, on n'en aura que 2, mais on aura au moins un représentant par Comcom. Je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention à la nouvelle gouvernance, même s'il y a des désaccords, et je viens d'en exprimer un. Il y a une volonté affichée aujourd'hui de travailler avec les territoires hors métropole, avec la volonté de déployer du transport en commun sur les territoires qui ne sont pas des territoires métropolitains, afin de continuer à désengorger en tous les cas la métropole, de désemboliser les voitures de la métropole. Donc, ce qu'exprime le président du Citral actuel, c'est que tous les transports en commun existants déjà actuellement sont déjà financés. Donc, tous les financements nouveaux qui vont être mis sur la table dans le cadre du futur EPL vont permettre de financer de nouvelles lignes de transport en commun. Donc, je pense que c'est un tout petit peu réducteur de dire que l'on n'aura pas du tout
de voix au sein de ce futur EPL. Naturellement, elles seront moins prépondérantes que celles de la métropole, mais c'est aussi une question liée au financement qui ne seront pas du tout à la même hauteur. Pour autant, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour la métropole de déployer du transport en commun sur les territoires périurbains ou même ruraux, de manière à aller chercher les utilisateurs le plus loin possible, de rabattre sur les modes lourds et d'éviter, encore une fois, l'embolisation de la métropole par les véhicules. Voilà. Après, je pense que tout ça, ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Et l'avènement de l'EPL au 1er janvier 2021 ne va pas permettre d'apporter des solutions à tous les sujets de transport en commun. Concernant Brinda, puisque vous avez évoqué Brinda, je représente les 6 communes de l'Ouest lyonnais qui sont adhérentes volontaires au Citral. Au moment où je vous parle, je n'ai pas eu d'intervention de Brinda pour m'indiquer qu'ils avaient une frustration particulière par rapport à leur desserte de transport en commun. Il y a celle qui avait été mise en place effectivement au début de l'adhésion au Citral. Il y a eu des ajustements dans le temps liés effectivement à la fréquentation et à l'apport financier de chaque commune membre. Mais je n'ai pas aujourd'hui de retour de la part de Brinda m'indiquant qu'ils avaient une déception par rapport à un désengagement du Citral sur leur ligne existante. En tout cas, moi, en complément, ce qui me semble très important, c'est que les territoires, en tout cas les membres du Citral, aient leur propre capacité d'ingénierie pour faire des propositions et également vérifier d'un point de vue financier que le service est bien à la hauteur du financement, que ce soit les subventions des collectivités ou le versement transport des entreprises qui seront sur ces territoires. Et puis, j'espère également que les différentes communautés de communes du Rhône rural sauront se concerter pour peser ensemble le plus fort, pour peser et avoir des choix, on va dire, en faveur du Rhône rural au sein de la gouvernance du Citral. Mais en tout cas, je partage vraiment ce que dit Damien, le maire, c'est qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Et aujourd'hui, ce nouvel établissement, c'est l'occasion d'avoir une offre de transport homogène et plus forte à l'échelle du département, d'autant plus que sur la partie rurale, on pourra bénéficier également de la force de frappe du Citral, notamment dans sa capacité à produire du transport collectif à un coût moins important. Voilà. Et donc, il y a tout un travail à faire maintenant de mise en place de cet établissement en 2021 et de travail à partir de 2022 pour que ce soit une chance, on va dire, pour les territoires. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si quelqu'un... Si, mais on suivra ça de près parce qu'aujourd'hui, nous, on a un cahier des charges qui est clair. On a une navette sur Craponne toutes les demi-heures. Donc, et à Craponne, on a quasiment un bus toutes les 8 minutes. Donc, on verra ce qu'on aura dans quelques temps. Et au niveau des coûts, c'était un des facteurs qui avait fait la navette municipale. Si on prend en charge les coûts des communes, des salariés de la commune, parce qu'on a un hôpital, et puis des entreprises qui ne payent pas au Citral, ce qu'on a mis en place coûte 2 fois moins cher que si on avait cotisé au Citral. Donc, on va voir si pour le même prix, on a toujours notre navette toutes les demi-heures, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui montent travailler à Vaugneray, même si c'est une toute petite ville, mais avec l'hôpital, avec les EHPAD et tout, on a des gens de Craponne, de Pau-Lyonnais qui viennent à Vaugneray, qui aujourd'hui ont un service. On fera le constat, nous on est un peu inquiets, et les gens de la commune sont inquiets sur ce truc-là. Ouais. A priori, l'engagement qu'a tenu le président lors de la première conférence des présidents qui s'est tenue il y a 3 semaines environ, qui regroupait le président actuel du Citral et puis les 12 présidents des futures Comcom adhérentes, le président a dit les services de transport en commun actuels sont déjà financés. Tout ce qui va dorénavant être discuté en termes de financement permettra de créer des nouvelles offres de transport. Donc j'entends sur Vaugneray typiquement que le versement transport qui n'est pas aujourd'hui versé au Citral, qui va être une nouvelle ressource, devrait permettre d'améliorer l'offre de transport collective. Oui. Puisque pour qu'il n'y ait pas par rapport à la première question qui était posée lors de cette réunion, qui concernait le CIGERLI, l'adhésion au Citral entraîne pour les entreprises des territoires concernés le paiement d'un versement transport qui est une quote-part du niveau de masse salariale brute. Et donc ça, au-delà des subventions des collectivités, ça va permettre de donner des moyens pour développer l'offre de transport collectif. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus qu'il faudrait que l'ensemble des territoires soient bien vigilants pour faire des propositions et vérifier que cette offre de transport collectif est bien mise en place à bonne hauteur des efforts de chacun. Merci. On sera vigilants. Bon.
Sur la question des transports, vu qu'on est sur le sujet, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Sinon, je vois qu'il y a plusieurs interventions texte, sauf si quelqu'un souhaite intervenir là en audio. Moi, je voudrais intervenir allez-y. Alors, présentez-vous, si vous pouvez. Non, Marie Garage, je suis de Chaponneau. Oui. J'ai une question, mais qui est relative. Je ne sais pas si ça ne s'adresse pas vraiment au maire, mais je ne sais pas si ça s'adresse à vous, monsieur le député. Tout d'abord, merci pour votre engagement à tous les deux et d'être près des gens parce que c'est important. Moi, j'ai une question parce que j'ai une sœur qui est handicapée mentale. Et je voudrais, c'est le parcours du combattant. Mes parents l'ont gardé jusqu'à maintenant, 87 et 84 ans, travaille en CAT et rentrait chez eux le soir. Et je n'arrive pas à trouver un foyer pour la placer. Or, je voudrais une question, à qui appartient la décision justement de créer des foyers de vie, d'hébergement, parce que je crois que c'est même plus un manque, c'est quand on m'annonce 10 ans d'attente, c'est terrible, quoi. Voilà. Je voudrais savoir un petit peu de qui est maître de ces décisions, si on peut influencer ou faire quelque chose, je ne sais pas, parce que je m'aperçois que c'est... Nous, on a vécu un peu en vase clos en famille, parce qu'on est assuré en famille. Là, ce n'est plus possible, et c'est vraiment terrible ce qui se passe. Alors, ce que je peux dire, c'est que, mais vous le savez certainement, puisque vous êtes concerné directement, c'est que le handicap est aujourd'hui géré par le... Oui, un retour de son. Le handicap est aujourd'hui géré par le département. C'est une compétence qui est gérée par la structure départementale. Concernant la création de foyers de personnes handicapées, je n'ai pas de réponse précise, mais peut-être que le député va pouvoir mieux y répondre que moi, sur qui a l'initiative, en dehors des privés, mais qui doivent avoir, j'imagine, besoin des tutelles pour cela, en l'occurrence ARS et puis département. Je ne sais pas s'il y a un autre pouvoir que le pouvoir du privé ou de l'associatif. Non, mais en fait, effectivement, tu as répondu en partie. L'accueil de publics handicapés donc, est le plus souvent géré par des associations qui contractualisent avec les autorités de tutelle, en l'occurrence les départements qui ont la compétence, département pour le Rhône, métropole pour Lyon et ses communes environnantes. Et donc, c'est bien au département qu'il revient d'assurer l'adéquation entre le besoin et le niveau de l'offre. Donc voilà, sachant que le département essaie de piloter ça du mieux possible en fonction du budget dont il dispose. Voilà. Mais effectivement, je peux vous confirmer, madame, enfin, je pense que c'est le sens de votre question, que c'est pas spécifique au département du Rhône, mais le niveau des places est souvent pas suffisant pour accueillir l'ensemble des personnes. Et des familles se retrouvent des fois dans des situations assez difficiles du fait de ces manques de places, puisqu'elles sont obligées de prendre en charge elles-mêmes parfois tout au long de la semaine des membres de leur famille qui ont un handicap. Voilà. Donc, je peux me permettre de vous demander, mais si ce n'est pas indiscret, si votre sœur était déjà elle était déjà dans un foyer jusqu'à présent, ou c'est vous qui l'avez pris en charge en famille? Alors, votre micro est désactivé, madame. On ne vous entend pas, madame? Je disais, elle travaille en CAT la journée et le soir, elle rentre chez mes parents. Et mes parents, deviennent très, très âgés, comme je dis, 87, 84. Ils commencent à avoir des pathologies, cancer et tout ça, c'est compliqué. Et moi, je travaille et je ne peux pas la prendre en charge. Donc, je me retrouve complètement à la recherche, bien sûr, la MDPH, tout ça, les dossiers, on les monte, c'est très, très lourd, très, très chronophage, mais très, très lourd. Mais on nous annonce des dossiers d'attente sur 4 ans, 5 ans, des fois, il y a 10 ans d'attente. C'est de la folie, quoi, je veux dire. Et les ZAD dans lesquels elle travaille aujourd'hui ne proposent pas de foyer logement? Ils n'ont pas de place. Ah, ils n'ont pas de place, d'accord. Parce que on travaille c'est un problème de place. C'est vraiment un problème de place. D'accord. Par rapport, elle est en liste d'attente, mais avec des listes d'attente, je dis, de 3-4 ans sur le foyer d'hébergement et 10 ans sur du foyer de vie. D'accord. Et il y a un cercle vicieux d'autant plus qui se met en place, qui est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, y compris les personnes qui pourraient avoir une solution d'hébergement, voilà, ne souhaitent pas quitter la place qu'ils ont et voilà, et donc ça aide pas. C'est ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Donc, on ne peut pas faire grand-chose pour essayer de... Merci. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention et
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait intervenir, je crois. Mais il y avait des questions aussi. Ah oui, écrites, ouais. Voilà. Alors, Stéphane Pithiot. Alors, on va prendre quelques questions écrites. Donc, Stéphane Pithiot, alors je ne sais pas si Stéphane souhaite parler en visio. Sinon, je peux lire sa question. Je sais pas, peut-être qu'il faut que tu cliques là sur... Est-ce que c'est... C'est pas désactivé, là. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonsoir Stéphane, on t'entend. Oui, bonsoir à tous les deux. Merci de prendre sur votre temps de famille pour nous tous. Ma question concernait la Covid au sens large. Hier, on a entendu la prise de position de Boris Johnson en Angleterre et la présentation d'un calendrier de sortie de crise. Je voulais savoir, et c'est une question pour monsieur le député, si au niveau français, notre exécutif avait prévu de faire des annonces dans ce sens prochainement. Oui, très bonne question. Merci. C'est une question qui a été largement abordée également avec les restaurateurs tout à l'heure à Chaponneau, puisque bien entendu, ils ont aussi besoin de cette visibilité pour s'organiser. Donc, des annonces apparemment ont eu lieu ce soir, mais malheureusement, on n'a pas pu les suivre. On était en pleine réunion avec le conseil municipal, mais elles ne donnent pas a priori encore beaucoup de visibilité. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est que le président de la République s'est engagé d'ici une huitaine de jours à donner cette visibilité. Donc, à ce stade, moi, je n'en ai pas, mais j'espère que cette visibilité sera donnée sous une huitaine, voilà, grosso modo. Merci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour compléter, il y a un certain brouillard, dans le sens où il y a encore quelques jours, les indicateurs étaient plutôt positifs. Et là, les indicateurs de ces derniers jours, notamment dans certains départements, ne sont pas très bons. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à intervenir les autres, bien entendu, en audio. J'essaie de prendre la question suivante. Ah oui, pardon. Dessus, hein. Donc, merci à Jean pour sa remarque. Monsieur Fiche qui souhaite parler, il peut parler. Jean-Claude Dimec, je pense qu'il doit. Et Andy Matt, donc il parlait des bars-restaurants, qui dit comment se fait-il, grosso modo, que les supermarchés sont ouverts et que les restaurants sont fermés. Les gens en ont marre et dépriment. Alors, effectivement, moi, je comprends tout à fait son incompréhension. Ça donne l'occasion de s'expliquer plus précisément. Les magasins type supermarchés sont ouverts car ils vendent notamment des biens alimentaires qui sont des biens de première nécessité. Et sur le restaurant, il y a deux choses aujourd'hui qui conduisent malheureusement à maintenir encore la fermeture. La première, c'est que quand on mange, malheureusement, on ne peut pas porter de masque. Et les études, pour le coup, ont été assez précises pour montrer que le restaurant était un lieu important de contamination. Et donc, c'est ce qui conduit à devoir, malheureusement, pour l'instant, fermer les restaurants. Et j'espère qu'il y aura des évolutions positives dans ce sens-là dans les prochaines semaines. Et du fait de ces fermetures, à prévoir des indemnisations qui ne résolvent pas tout, mais qui leur permettent de passer cette phase difficile du mieux possible. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, on pourra rapidement passer, en tout cas mettre fin à cette phase de fermeture obligatoire des restaurants. Je vois que M. Fiche souhaite intervenir, je vois dans le chat. Alors, le micro est coupé, a priori. Alors, le micro est coupé. Apparemment, je pense que c'est le périphérique qui n'est pas correctement configuré, puisque le micro est bien activé, mais on ne vous entend pas. Mais peut-être le temps de configurer le micro, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Oui. Excusez-moi, dans la question écrite, il y avait aussi les salles de spectacle, les salles de cinéma. Ah. On est bondé dans les métros, dans les trams, une salle de spectacle, un théâtre, une salle de cinéma. On peut espacer les sièges. Vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, dans n'importe quel lieu de culte, vous êtes tous... et dans une salle de cinéma, alors qu'on pourrait espacer, pourquoi on ferme les salles de cinéma et les salles de théâtre? Le restaurant, je comprends très bien ce que vous dites. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je comprends très bien. Mais une salle de cinéma, je ne comprends pas du tout pourquoi on ferme les salles de cinéma et les salles de spectacle. Les gens dépriment, hein, je vous assure. Oui, les gens dépriment. Hein.
Et ils en ont marre, hein, je peux vous dire. J'ai des amis psy, c'est la catastrophe. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces mesures qui sont faites pour éviter la propagation virale ont des effets aussi assez dévastateurs par ailleurs. Alors, moi, la seule réponse que je peux vous donner, c'est que, et c'est quelque chose de subjectif et qu'on peut tout à fait remettre en cause, c'est que les lieux, pour l'instant, type musée, salle de cinéma, ne sont pas considérés comme essentiels, on va dire, à la vie courante. Et effectivement, d'autres pays, parfois, ont fait d'autres choix. On considérait que les librairies, les cinémas, les lieux de culture étaient vraiment essentiels, voilà, et n'ont pas forcément pris de telles mesures. Je sais que c'est un sujet qui est à l'étude de la part du gouvernement, et je sais qu'il y a eu de nombreuses discussions ces derniers jours aussi sur la tenue des festivals cet été, et que l'orientation qui est prise, c'est plutôt de dire que ce lieu de culture et ces festivals doivent pouvoir se tenir, mais en adaptant, on va dire, le protocole sanitaire pour que ce soit compatible avec la situation sanitaire. Mais voilà, je ne sais pas si... voilà. Donc voilà, c'est une décision, on va dire, d'équilibre, on va dire, qui est pas simple à prendre. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir des améliorations dans les prochaines semaines, d'autant plus que maintenant, la mise à l'abri par le vaccin de nos concitoyens les plus fragiles se fait. On a déjà 75% des gens en EHPAD qui sont vaccinés. Et donc, je suis vacciné. Ah, vous êtes vacciné. Alors, vous peut-être, vous pouvez nous... Ça s'est passé comment pour vous? C'est vous qui avez pris rendez-vous? Ah, j'ai trouvé de la place à Neuville. J'ai été à Neuville. La première piqûre, bon, j'ai strictement rien eu. La deuxième, j'ai eu un tout petit peu mal là où on m'a piqué, mais tout va très bien et voilà. Mais j'ai trouvé de la place tout de suite à Neuville il y a déjà un mois. Okay. Mais je suis vacciné, donc j'ai le droit d'aller au bistrot. Alors ça va être le sujet pendant quelques semaines, mais on va peut-être pas ouvrir le sujet maintenant, de savoir si les gens qui sont vaccinés ont plus de possibilités que les autres. Mais voilà, ça sera un sujet sans doute pendant quelques semaines quand un grand nombre de personnes aura été vaccinées. Je ne sais pas si Maurice Fiche a retrouvé son... Merci. Oui, je vous en prie. Merci Jean-Claude, bonne soirée. Merci Damien, merci pour tout. J'ai changé de matériel, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cet échange. Je souhaite intervenir sur le trafic de terre, mais d'abord je réagis sur le transport dont il a été question il y a quelques instants. Brinda est bien desservie, entre autres par une ligne que Thomas Gassiou connaît bien, c'est la ligne 2EX, 2X, qui dessert toutes les communes depuis Chazelles-sur-Lyon jusqu'à Gorge-de-Loup et qui, sur le territoire des communes proches de Lyon, fonctionne avec un ticket TCL. Et la nouvelle orientation, ce sera la billetterie unique dont Thomas nous a parlé il y a quelques instants. Et ça, c'est un plus indéniable. Sur Chaponneau, puisque c'est le maire de Chaponneau qui nous accueille ce soir et je le remercie, il y a une ligne de tram-train qui existe, qui fonctionne, qui pourrait être gérée par le Citral, alors le nouvel établissement public, bien entendu, bien plus performant que la SNCF pour tout ce qui est très local. Et cette ligne a l'avantage de pouvoir être dynamisée, d'être renforcée en fréquence du jour au lendemain, à condition que la volonté politique soit au rendez-vous. Et au lieu d'attendre un métro hypothétique pour, dans le meilleur des cas, dans 10 ans, ou une ligne de télécabine qui pose de vrais problèmes d'insertion sur les différentes communes traversées, faisons en sorte que cette ligne de tram-train fonctionne beaucoup mieux qu'aujourd'hui, en fréquence notamment. Elle peut être prolongée de Brignais jusqu'à Givors, et ça c'est une véritable alternative aux encombrements de la route et des voies ferrées qui vont actuellement sur Perrache et sur la Pardieu. Donc voilà des propositions concrètes qu'il faut ne pas oublier. Voilà pour le transport. Est-ce que j'évoque tout de suite le trafic de terre? Peut-être qu'on peut répondre à la question de transport. Je ne sais pas, merci Monsieur Fiche de votre intervention, je ne sais pas s'il faut répondre puisque finalement vous avez tout dit et très justement, effectivement, ce que vous avez dit, je ne peux que le cautionner. Il y a besoin de développer cette ligne de tram-train, à la fois dans ces stations desservies. Vous avez évoqué
la prolongation de Brignais jusqu'à Givors. Je crois que c'est un sujet qui est réellement sur la table de la région et j'en veux pour preuve que hier encore ou avant-hier, il y avait un article sur ce sujet-là et une position du président de la région qui semble vouloir investir sérieusement dans les réseaux ferrés et il a cité dans son intervention les lignes de l'Ouest lyonnais. Il était sur place, Laurent Wauquiez, il y a quelques semaines de cela, à Brignais, pour évoquer le principe de la prolongation de la ligne jusqu'à Givors en plusieurs étapes, avec dans un premier temps les arrêts à Miry et à Vourles. Donc effectivement, nous sommes très favorables au développement de cette ligne, tant dans son allongement qu'également dans l'augmentation de ses fréquences. Même si, pour ce qui concerne Chaponneau en tous les cas, une augmentation des fréquences, on ne la voit arriver que d'un bon oeil. Aujourd'hui, on pourrait imaginer un doublement des fréquences, même si je pense qu'il faudrait faire quelques travaux sur le tunnel des Deux Amants. Un doublement des fréquences, c'est-à-dire un tram-train tous les quarts d'heure. Pour ce qui concerne la commune de Chaponneau, on a un sujet à traiter parce qu'on a un passage à niveau qui est particulièrement encombré au moment des heures de pointe et que si on augmente bien sûr les fréquences du tram-train, encore une fois, j'y suis favorable, on va aussi augmenter potentiellement les zones de bouchons, les temps de bouchons au niveau du passage à niveau. Mais c'est un problème chaponnois. En tous les cas, Monsieur Fisch, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que vous avez exprimé très justement dans votre propos. Et puis des navettes de rabattement pourraient transporter des candidats voyageurs de cette ligne depuis le centre de Chaponneau, depuis le centre de Brinda, depuis le centre de différentes communes pour amener des voyageurs sur cette ligne et lui donner davantage de rentabilité, puisqu'il faut aussi parler de rentabilité. Thomas Gassillou a parlé du versement transport qui devient le versement mobilité. C'est l'un des moyens de financer le transport public, mais il y a aussi la part de l'usager, et sur la région lyonnaise, cette part est relativement importante. La métropole de Lyon et le Citral représentent un dispositif où la part payée par l'usager est loin d'être négligeable. On représente un tiers. Ouais. Oui, mais c'est beaucoup plus que dans certaines autres métropoles où cette part est beaucoup moins élevée et où les entreprises s'estiment à juste titre un peu trop sollicitées. Un équilibre entre utilisateurs, services publics, entreprises me semble beaucoup plus normal. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous exprimez et j'espère que cet équilibre sera préservé dans le temps et qu'il n'y aura justement pas une érosion de la participation des usagers trop importante. Et on a pu voir quelques décisions récentes du Citral sur des baisses de tarifs, même si j'en cautionne une grande partie, celle qui vient d'être annoncée par le président, par exemple, concernant les étudiants. J'y suis tout à fait favorable, mais il faudra quand même être vigilant à ce qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait pas d'érosion trop importante de cette partie financée par l'usager, parce que je cautionne et je souscris parfaitement à votre propos sur la répartition des coûts de ces transports en commun. Quant au transfert de la SNCF vers le nouveau Citral, j'en avais déjà parlé avec le président Rivalta, ça fait déjà de nombreuses années, avec la personne qui lui a succédé, Fuzia Bouyerda, et puis non pas avec le nouveau président, mais avec Jean-Charles Collas, qui est vice-président chargé des transports, et ils attendaient que la loi change. C'est le cas avec la nouvelle loi d'orientation des mobilités, donc profitons-en pour que la SNCF s'occupe des grandes lignes, ça elle sait très bien le faire, mais qu'elle laisse à un organisme comme le Citral, nouvelle formule, le soin de faire circuler des bus, des métros, des trams-trains et autres engins de transport public avec une billetterie unique, avec des correspondances bien faites. Et je suis sûr qu'avec cela, on saura améliorer le déplacement quotidien des personnes qui ont cette obligation professionnelle, familiale et autres. Alors, vous avez oublié dans ce que vous avez exprimé, M. Fisch, un acteur important concernant le tram-train, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas nécessairement très simple entre le Citral actuel et la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant les relations sur la gestion et la prise en compte du tram-train. Je n'oublie pas la région Auvergne-Rhône-Alpes qui verse actuellement beaucoup d'argent
à la SNCF pour les lignes de l'Ouest lyonnais notamment, et puis pour d'autres lignes d'ailleurs, mais qui verse également de l'argent au Citral actuel, et ce n'est qu'une question de transfert financier plus que de choix politique. Okay. Oui, enfin, le transfert financier, il est quand même adossé à un choix politique. Bon, oui. Ce que je vous propose, c'est... alors, si on peut prendre très rapidement la question sur les terres, parce qu'on a déjà un peu échangé là-dessus. Alors, Thomas Gassillou m'a reçu quelques minutes. Nous avons échangé. Ça prend des proportions monstrueuses. Aujourd'hui, c'est un réservoir du Cidésol qui est menacé par des accumulations de terre sur la commune de Vaugneray. J'ai écrit aujourd'hui aux délégués du Cidésol de 8 communes sur 13. Celle de Chaponneau, je m'en occupe demain matin, avec les 4 autres, de manière à sensibiliser... Le délégué est parmi nous et vous remercie. Le délégué, le premier vice-président du Cidésol est autour de la table. Il vous entend en direct, monsieur. Et là, je suis ravi qu'il soit à nos côtés, si j'ose dire, et il va recevoir, comme l'ensemble des membres de cet organisme, un message avec photo mentionnant ce trafic de terre qui, pour l'instant, n'intéresse pas beaucoup les institutionnels que sont le procureur de la République, le président de la Cour d'appel. Enfin, il y a tout un tas de personnes à qui j'écris régulièrement et ça ne bouge pas beaucoup. Et je profite de la présence du député qui est à côté du maire de Chaponneau pour lui rappeler qu'il faut impérativement légiférer afin que tout ce qui sort d'un chantier de construction ne soit dirigé que vers des sites agréés et contrôlés et que ce soit noté sur les permis de construire. Ce qui est déjà le cas pour les matières dangereuses, mais voilà. Ah non, mais avant que ce soit des matières dangereuses, vous construisez n'importe quel bâtiment, vous creusez pour les fondations, vous avez de la terre, des cailloux et autres matières inertes à évacuer, il n'est pas normal que ça aille sur des terrains agricoles qui n'en ont pas besoin, sauf pour raison d'enrichissement personnel. Je n'en dirai pas plus, sinon je vais passer la soirée à vous importer. Bon, ok, merci. En tout cas, c'est un dossier qui est suivi par ailleurs. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir, sinon je vois qu'il y a des questions. Il y a une question. On parle de Vaugneray, c'est Jean-Pierre Nemoz, donc élu à Vaugneray. Ce sujet est abordé régulièrement à notre conseil municipal. On effectue des contrôles. Daniel va personnellement vérifier régulièrement ces sujets-là. La question qu'on ne peut pas accepter, c'est l'enrichissement personnel, puisque les agriculteurs ne perçoivent pas d'argent. Ça a été dit entre autres par 2 de nos élus et un autre agriculteur qui a reçu de la terre dans le passé. Donc ce n'est pas pour l'enrichissement. Quand un agriculteur la prend, généralement, c'est souvent pour remettre par-dessus des terres qui sont pauvres ou qui sont avec beaucoup de rochers vers chez nous, hein, puisqu'on a énormément de roches. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient à notre conseil municipal tous les mois. Ce que je vous propose, c'est de pas trop sur ce débat, qui est un débat quand même assez technique. Hein, c'est on a bien entendu, on va dire les uns et les autres, et voilà. En tout cas, on avance par ailleurs. À la fois les élus de Vaugneray, Maurice Fiche est très mobilisé sur le sujet. J'essaie également de l'être, et j'ai également mobilisé le préfet, la gendarmerie est mobilisée, le département du Rhône également. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être un autre sujet. Je vois qu'il y a 2 Gasperis. Alors c'est Thierry, je pense. Thierry, je ne sais pas si Thierry est parmi nous, Thierry, hein. qui pose une question concernant le déploiement de la fibre sur le sol. Donc le sol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat de l'Ouest lyonnais. C'est les 4 communautés de communes, donc de Mornan en passant par celle de Vallée du Garon, Vallon du Lyonnais et Pays de l'Arbrel. Alors concernant la fibre sur le sol, alors il y a une partie qui est assumée par Orange, une partie qui est assumée par Numéricable. C'est le département qui est chargé, on va dire, de suivre, on va dire, ce déploiement en contractualisant avec les opérateurs. Et une bonne partie du déploiement, enfin, le déploiement a bien avancé ces dernières années. Et les derniers bouts, on va dire, vont prendre encore quelques années devant nous. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais je vous conseille pour la partie Vallée du Garon d'aller sur le serveur d'éligibilité d'Orange pour avoir une réponse précise. Et si vous constatez, on va dire, une difficulté à vous raccorder, de ne pas hésiter à me solliciter, étant donné que je suis en contact avec
la direction départementale d'Orange à ce sujet. Et des fois, on arrive à faire évoluer des cas particuliers. Ce que je voudrais dire, moi, et j'entends que le député dit qu'on peut le contacter, c'est ce qui me rassure, parce que nous, on a beaucoup plus de difficultés à faire avancer les sujets de la fibre sur notre commune, mais on n'avait pas échangé avec le député à ce sujet-là encore. Voilà, et que pour répondre concrètement à Thierry Di Gasperi, si c'est lui qui pose la question, ce que je pense clairement, je suis, moi, dans l'incapacité aujourd'hui de donner une date pour avoir un déploiement de la fibre à qui que ce soit sur la commune. Je connais aujourd'hui, et mon adjoint en charge des réseaux de communication qui est à côté de moi peut nous le confirmer, on connaît le taux de développement de la fibre sur la commune, sans en connaître précisément dans le temps les quartiers qui vont être développés, enfin, ou même les habitations qui vont être développées. On est incapable d'avoir de la part d'Orange un plan de déploiement précis de la fibre sur notre commune. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'en 2023, tous les foyers seront connectés à la fibre. C'est le seul élément que je peux vous donner, et ça me chagrine bien de ne pas pouvoir être beaucoup plus précis que cela, mais malheureusement, je n'ai pas d'éléments plus précis. Mais j'entends que le député peut peut-être activer les choses. Commune, donc, voilà. Mais on avait rencontré M. Crétin avec le... Oui, on l'a rencontré plusieurs fois, M. Crétin, y compris avec Grégory Novak ici. Directeur départemental. Mais ça a accéléré un peu. Hein. Ok, bon, on dit à l'adjoint qui s'en occupe, Grégory Novak, nous dit que ça accélère, mais effectivement, ça prend du temps. Il faut se rappeler que déployer, par exemple, le téléphone, ça a pris 30 ans à l'époque. Et donc, déployer la fibre, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont mobilisés pour que ça aille rapidement. Oui, je vois quelqu'un qui exprime que la fibre est arrivée... la fibre, Orange a fait l'installation, mais partiellement. Exemple, chez nous à Chaponneau, la fibre est arrivée rue François-Champ-Villard. Alors, je veux reprendre cette personne puisque j'habite rue François-Champ-Villard et la fibre n'est pas arrivée chez moi. Donc, vous voyez, c'est pour dire que la manière aléatoire du développement de la fibre sur notre territoire. Elle est certainement arrivée en partie sur la rue Champ-Villard, mais pas sur toute la rue. Ah ben voilà, c'est un voisin. Alors, nous sommes voisins, mais je n'ai pas vu le nom de la personne. Je vous salue alors. Benoît Mazière, je ne sais pas si je peux du coup tirer un câble depuis chez moi jusqu'à chez vous, ça m'arrangera. Hein. Attention, il pourra lire tes mails par contre. Hein. Bon, voilà, c'était Benoît Mazière. D'ailleurs, Benoît, s'il souhaite intervenir, bien entendu, il peut le faire. Je ne sais pas... ça ne marche pas non plus. D'accord. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir à nouveau. Je vois qu'il nous reste encore un petit peu de temps. On a abordé déjà pas mal de sujets. Chemin de Chantegrier, Michel Comens nous dit qu'il a la fibre depuis aujourd'hui. Bravo. Parce que Chemin Chantegrier, ce n'est pas la partie la plus centrale de la commune, mais ça veut bien dire, ça confirme mon propos. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement qui est complètement anarchique et que même les foyers les plus éloignés, Michel Comens qui habite effectivement à Chantegrier, qui n'est pas la partie la plus centrale, est fibré. Donc c'est bien. Il faut appeler Orange. On les a tannés dans le quartier, les 5 ou 6 habitations, depuis 3 ans. Voilà. Merci pour le retour d'expérience. Bon, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais on dépend de Oulin, alors je ne sais pas, peut-être. Alors. Oui, comme on active le son, c'est incroyable. Je crois qu'il y a Monsieur Favre, si votre son est activé, on vous entend, vous bagarrez avec votre micro depuis tout à l'heure. Oui, bonjour M. Courbet, bonjour M. Gassiou. Bonjour M. Favre. D'organiser cette réunion. Pour rebondir sur le tram-train, serait-il possible d'avoir, par exemple, le samedi soir, une liaison plus tard que 21h30 parce qu'on ne peut pas revenir de Lyon après 21h30. Donc pour les jeunes, c'est un problème parce que, en fait, vous ne pouvez pas vous déplacer à Lyon avec le tram-train si vous voulez aller au spectacle le soir. Oui, je prends le point. A priori, c'est un sujet sur les fréquences et les amplitudes horaires des transports en commun qu'il faudra effectivement traiter, mais je pense que ça pourra se traiter que dans le cadre du futur établissement public local qui va se mettre en place. Aujourd'hui, j'allais dire que les services en place, ils sont figés. L'objectif urgent pour l'année 2021, c'est la mise en œuvre de ce futur établissement public local, les conditions de fonctionnement. Et après 1er janvier 2022, on pourra commencer à travailler plus concrètement sur des élargissements horaires, sur des augmentations de fréquences. Sur le tram-train, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est pas le Citral qui est l'opérateur aujourd'hui.
c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ce qui n'empêche pas d'avoir une billetterie unique, de travailler sur les horaires, mais effectivement porté par la région. Et donc, il y a peut-être un projet que ce tram-train, enfin, ça peut être en discussion, soit réintégré dans l'activité du site Ralois, pour mieux coordonner, effectivement. Ok, je ne sais pas si M. Fabs... Oui, j'ai une autre question. Oui, c'est une question à M. Gassini. Oui. Concernant, j'ai vu qu'une dame avait posé la question sur le handicap. Une question sur le handicap. M. Stanislas Guérini avait dit sur les médias que le handicap, c'est-à-dire l'AH, en fait, était communiqué à vie pour les handicapés. Bon, il se trouve que ce n'est pas totalement vrai, puisque ça concerne uniquement les handicapés qui sont à 79 et au-dessus de 79%, donc à 80 et plus. Donc cette mesure n'est pas valable pour les handicapés qui sont entre 50 et 79%. Quand est-ce que vous allez examiner et puis faire la totalité, quoi, parce que là, vous avez fait le partiel. Alors, pour essayer de... C'est très important pour la vie des familles. Oui, tout à fait. Alors, juste pour que tout le monde comprenne bien, donc l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé, qui est l'allocation versée à une personne porteur d'un handicap, d'ailleurs, qui a été, j'en profite pour faire un peu de pub, je parle sur votre contrôle, qui a été revalorisé de 100 € par mois, donc 1 200 € par an. Donc, c'était un effort important qui a été fait ça a dû être mis en place l'an dernier ou il y a 2 ans, enfin, c'était sur, je crois, 3 tiers. Et donc, au-delà de cette revalorisation, effectivement, ce qu'on avait souhaité, c'est que quand quelqu'un est porteur d'un handicap, qu'il n'ait pas à redéclarer régulièrement qu'il a toujours son handicap, puisque malheureusement, bien souvent, c'est quelque chose d'irréversible. Et effectivement, ça a été fait uniquement pour le handicap supérieur à 80%. Et pour tout vous dire, je ne sais pas précisément pourquoi. Est-ce qu'on considère qu'en dessous, il y a une piste que le handicap puisse s'estomper? En tout cas, on a déjà fait une partie du chemin. Et écoutez, je vais me renseigner pour voir qu'est-ce qui justifie qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout du chemin. À première vue, mais pour peut-être me préciser, je me dis que peut-être que pour les handicaps, on va dire moins lourds, ceux qui sont en dessous de 80%, il y a peut-être une piste que ce handicap puisse disparaître avec le temps, par exemple. Qu'est-ce qui, pour vous, aurait pu justifier qu'on se soit arrêté au milieu du chemin? Moi, finalement, si vous voulez, le problème, c'est à la retraite que se pose le problème. En fait. Le problème à la retraite, pour quelqu'un qui est au-dessus de 80%, en fait, au lieu de toucher, parce que c'est des gens qui travaillent très peu, au lieu de toucher le minimum vieillesse, ils vont toucher la AH. La AH à vie, elle n'est pas, au niveau des successions, elle n'est pas reprenable sur les successions. D'accord? Oui. Par contre, si vous ne faites pas le même système pour les handicapés qui sont entre 50 et 79%, donc ces handicapés à la retraite ne vont plus toucher la AH, ils vont toucher le minimum vieillesse. D'accord, okay. Et le minimum vieillesse est récupérable à la succession. Ouais. Ça veut dire que à travers vous pénalisez après la famille de ces handicapés et les descendants de ces handicapés, ce qui n'est pas très logique. Oui, ok, compris. Et même le fait que ce soit récupérable, souvent il y a des personnes qui ne demandent même pas à en bénéficier par peur, on va dire, de pénaliser leur succès. Ok, écoutez, j'ai bien noté, et puis sur la hache, du temps que j'y suis, peut-être sans ouvrir totalement le sujet, je réfléchis à la question également du découplage, c'est-à-dire que quand une personne porteur de handicap est en couple avec quelqu'un, par exemple, qui a un revenu, aujourd'hui, le mode de calcul qu'on peut faire que la hache ne soit pas versée parce qu'on prend en compte les revenus du couple. Et en fait, la vraie question, c'est de dire que, y compris quand une personne porteur de handicap est avec une personne qui a un revenu, est-ce qu'elle n'a pas le droit quand même de percevoir son âge? C'est une autre question qui est en cours. Ok, écoutez, merci pour cette question. Je me renseigne pour la question des 50-80%, et je n'avais pas noté cette question du lien avec le minimum vieillesse. Donc, merci pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Il y a des questions écrites, je crois. Ah, il y a des questions écrites. Des statistiques sont annoncées régulièrement. Il y en a une autre. Heureusement que le maire m'aide. Un nouvel accident ce matin sur la D342. Voilà, cette zone est terriblement accidentogène. Voilà. Entre Saint-Genis et Chaponneau, y a-t-il un projet de sécurisation car des camions coupent cette route pour entrer dans les entreprises? Alors, pour répondre à Michel, nous avons adressé conjointement avec la maire de Saint-Genis-Laval, il y a de cela 2 mois, je me tourne vers Muriel, c'est ça fait 2 mois à peu près, un peu plus même, 3 mois je dirais, un courrier
au président du département et au président de la métropole pour demander d'intervenir sur cette départementale pour à la fois la sécuriser, créer des modes doux. Il y avait un projet qui nous avait été présenté à l'époque, mais il y a plusieurs années de ça, dans le cadre de l'anneau des sciences, s'il avait eu lieu, avec une requalification complète du CD 342. On sait que l'anneau des sciences ne se fera pas, et donc il faut malgré tout que l'on puisse effectivement améliorer la CD 342, à la fois pour les véhicules, mais aussi et surtout pour les modes doux, les piétons, sachant que c'est une zone qui est particulièrement fréquentée, puisqu'il y a de nombreuses activités. Donc on a écrit, comme tu le sais Michel, ce n'est pas une compétence communale, et qu'en plus la difficulté de cette CD 342, c'est qu'elle est divisée sur 2 territoires administratifs différents, la métropole d'un côté et le département de l'autre. Donc on a donc écrit aux 2 présidents, mais en priorité le président de la métropole, puisque sur cette partie de la CD 342 entre Brignais, entre le rond-point de Bernicot et la chapelle de Bonan, c'est la métropole qui est censée opérer les investissements. Donc on a écrit au président de la métropole un courrier co-signé avec Marilène Millet. On a eu un retour de la métropole qui nous indiquait que notre courrier était transmis au service ad hoc. Et à ce jour, on n'a pas reçu d'autres informations plus précises que ça. On a écrit aussi, on a adressé le même courrier, enfin en copie conforme au président du département. Voilà. On espère que c'est un projet qui pourra avancer. On peut imaginer qu'il y a quelques euros à mettre sur la table si on veut requalifier cette CD 342 de manière sérieuse. On voit Michel Comens qui est dans son grenier. J'espère que la réponse lui convient. Très bien. Sauf si quelqu'un souhaite prendre la parole. Je vois bien entendu, il n'y a pas de problème. Ah, très bien. Voilà. J'ai eu un accident et je suis passé. Pas de problème. Donc il y avait une question concernant les statistiques Covid qui parlent des personnes, on va dire, atteintes et pas des personnes en souffrance et dépressives. Et donc, et plus sérieusement, la personne dit plus sérieusement, les jeunes qui ont des réactions de plus en plus agressives et qui seront demain des adultes. Enfin, là, je suis tout à fait d'accord sur le commentaire. Il faut, par rapport aux mesures qu'on prend au niveau national, qu'on ait bien un objectif sanitaire, mais qu'on garde bien à l'œil l'ensemble des autres indicateurs, notamment en termes de santé psychologique, en tête. Il ne faudrait pas que le traitement soit plus grave que le symptôme. Donc ce sont des décisions et des équilibres difficiles à trouver, puisque bien entendu, on a parfois du mal à évaluer les impacts de telles décisions. Et on était juste avant avec le maire, avec une association qui traite notamment des violences faites aux femmes. Et clairement, en 2020, le confinement n'a pas aidé dans les violences intrafamiliales, a même entraîné une augmentation des violences intrafamiliales. Donc les conséquences, on va dire, des mesures qui sont prises en matière sanitaire sont parfois assez graves. Et bien entendu, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Je profite de la réponse du député pour saluer a priori la personne qui a posé la question, qui est Evelyne Galera, qui est mon ancienne première adjointe, et donc je lui adresse toutes mes amitiés. Ah, je savais même pas. Je pense que c'est elle qui a posé la question. Donc je vois Evelyne, et donc j'avais vu qu'elle était présente. Evelyne, je t'embrasse. Alors je vois qu'il y a parce que je vois une Evelyne. Oui, bah oui, Evelyne, effectivement. Ouais. Ok, ça marche. Il y avait une autre question posée, écrite. Alors effectivement, une autre question qui concerne à nouveau la route sur laquelle je vais bien être en peine de répondre. C'est moi qui vais pouvoir répondre. Je propose de la lire. En parlant de sécurité, qu'en est-il de la rue François Champvillard? Le projet de sens unique est-il toujours en cours? Si oui, en quoi va-t-il arranger les choses dans une rue où les gens roulent à une vitesse folle à 50 mètres d'une école? Donc ça, c'est la question de ton voisin. On parle bien ici de sécurité et non uniquement de gestion. Je vais aller jusqu'en bas. De gestion des flux routiers. Le projet de sens unique est toujours bien évidemment d'actualité. C'est un projet qui était intégré dans le cadre du plan de déplacement que l'on avait acté il y a 2 ans de cela à peu près. La temporalité de mise en œuvre de l'intégralité de ce plan de déplacement, je ne l'ai pas précisément. On développe les choses au fur et à mesure. Vous l'avez vu, on a déjà passé la rue Perrault et puis la route du Caillou en sens unique. Ce qui a d'ailleurs eu un impact assez sérieux sur la fréquentation de la rue Champvillard, puisque nous avons réalisé des comptages. C'était au mois de
il y a un mois de cela. Je me tourne sur la droite parce que l'adjoint au réseau de communication et également au transport et à la sécurité est à mes côtés, donc il m'aide. On a identifié 30% de flux de voitures en moins sur la rue Champvillard. Alors il faut toute comparaison, il faut comparer ce qui est comparable. On a eu quand même le sujet du confinement qui peut faire qu'il y a des flux de circulation naturellement en moins. En tous les cas, 30%, c'est quand même un chiffre important, donc ce qui tente à confirmer l'intérêt de mettre en place, de continuer à développer ce plan de circulation et à contraindre un petit peu les flux de transit sur notre commune. Pourquoi on voulait passer la rue Champvillard en sens unique? Mais c'est toujours pareil, pour contraindre un petit peu les utilisateurs de ces voiries extérieures à la commune et qui souvent transitent par des rues non adaptées en termes de capacité. Alors après, vous évoquez la vitesse folle sur la rue Champvillard, comme quoi on peut être voisin et pas nécessairement avoir toujours la même appréhension, puisque moi, je sors de chez moi a priori 2 fois par jour. Effectivement, il y a des voitures qui ne sont pas à la bonne vitesse, mais je ne suis pas sûr d'identifier trop régulièrement des voitures qui vont trop vite. Et puis, on met en place des contrôles radars régulièrement et des radars pédagogiques. Il y en a actuellement 2 dans la commune. Et il y en aura 2 de plus dans les prochains mois, puisqu'on va faire l'acquisition de 2 radars supplémentaires qui, me semble-t-il, sont plutôt efficaces. Alors, je voudrais juste dire, par rapport à l'étude et la concertation citoyenne qui avait été faite justement sur ce projet, les études de mesures justement qui avaient été faites à l'époque montraient justement qu'en sortant juste 2 fois par jour, en fait, ne permettait pas d'observer ça, mais qu'on avait 80% des gens qui roulaient plus de 20 km/h au-dessus de la zone 30, qui est censée être respectée à 50 mètres d'une école. Le problème aujourd'hui, là, sur cette route, c'est qu'il y a une chicane, que les gens se dépêchent pour passer avant l'autre, surtout aux heures justement matinales pour rejoindre son travail. Le problème, c'est que ça va mal finir. C'est-à-dire qu'un enfant, sur un trottoir en plus qui est extrêmement étroit à cet endroit-là, en fait, il ne faudrait pas que ça termine mal. Il ne faudrait pas. Et le sens unique, très honnêtement, je ne vois absolument pas en quoi va simplifier cela, sachant que à des heures tardives et ainsi de suite, alors un peu moins en ce moment à cause du confinement, je pense qu'on n'est pas 20 km/h au-dessus de la limite autorisée, mais plutôt 30, 40. Ça va mal finir. Oui, enfin, je ne sais pas si ça va mal finir. On peut toujours, enfin, cette expression, ça va mal finir, on peut le dire pour tous les sujets. Ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que ce que vous exprimez, Monsieur Mazière, devant chez vous, chacun dans la commune peut l'exprimer devant chez lui. La problématique de la circulation, de la vitesse, quels que soient les aménagements routiers qui sont réalisés, c'est une question de responsabilité citoyenne et on n'empêchera jamais quelqu'un de rouler trop vite, quels que soient, encore une fois, les aménagements qui seront réalisés. Les problématiques que vous évoquez de sensation de vitesse trop importante, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, ce n'est pas mon propos, on les a sur toutes les voiries de la commune. Donc on a essayé de mettre en place un plan de circulation avec une espèce de logique pour limiter les flux, limiter aussi les vitesses de circulation, la mise en sens unique de la rue Champvillard. Pourquoi elle n'est pas faite aujourd'hui? Parce qu'elle ne se fera pas uniquement en changeant les panneaux. Et elle se fera avec des aménagements, comme on doit le faire prochainement sur la rue Étienne Gros. Elle se fera avec des aménagements, des chicanes, etc., qui ralentiront, comme on l'a d'ailleurs fait en partie sur le bas de la rue Champvillard. Hein, vous devez y passer et les avoir vues, les chicanes qui ont été mises en place. Elles ont pour effet de diminuer la vitesse, mais entre 2 chicanes, vous n'empêcherez jamais les gens d'accélérer. Et on ne peut pas faire chicane sur chicane. Donc la mise en sens unique de la rue Champvillard, qui sera opérée par la CCVG, elle se fera avec des aménagements afin de limiter des accélérations trop faciles et des lignes droites trop droites. Ok, donc on parle d'aménagement aussi en vue de réduire la vitesse. Bien sûr, oui, bien sûr. La mise en sens unique, ce n'est pas seulement, encore une fois, changer les panneaux. Sinon, on l'aurait déjà fait, ce serait finalement le plus simple. C'est aussi des aménagements qui évitent d'avoir
des vitesses trop importantes. Par exemple, si je vous prends l'exemple de l'avenue de Vienne, sur lequel il y a des travaux importants actuellement, eh bien, on a élargi les espaces pour les piétons et les cyclistes, on a créé un mode doux, mais on a conservé, par exemple, une chicane sur cette avenue de Vienne de manière à limiter les vitesses. Parce que si on avait laissé le double sens tout le long de l'avenue de Vienne avec une meilleure visibilité, on allait accélérer la vitesse systématiquement. Avec cette chicane, on crée une contrainte qui permet de limiter la vitesse. Mais encore une fois, on la limite au niveau de la chicane. Ça n'empêche pas que quand les gens ont passé la chicane, ils accélèrent et qu'ils dépassent les vitesses autorisées. Très bien. Je ne sais pas si ça correspond à votre question. Je vois que Jean-Michel aussi nous dit qu'il faut respecter l'interdiction de tourner à gauche située rue Chausse. Enfin voilà, 2 panneaux installés. Bon. Oui, pour ce sujet, Monsieur Allard, il y a il y a quelques mois qu'on en parle déjà, il y a un feu tricolore qui va être installé par la CCVG. Et cette fois-ci, je crois pouvoir dire que, allez, je vais dire que ça sera fait en 2021. Je ne veux pas trop me prendre d'engagement trop. Voilà. On me dit que ça devrait être fait au mois de mai. Enfin, avant l'été, on aura un feu tricolore qui permettra de régler les problématiques. C'est une zone très accidentogène. Effectivement, on a eu plusieurs fois des verbalisations, des policiers municipaux qui ont été présents pour verbaliser, mais là aussi, on ne peut pas avoir quelqu'un en permanence. On sait que le tourner à gauche, c'est parfois l'interdiction de tourner à gauche, c'est parfois pas respecté. En tous les cas, ça va être traité avec l'installation du feu tricolore dans les prochaines semaines. Parfait. Très bien. Merci. Très bien. Ok, bah écoutez, je ne sais pas s'il y a une dernière intervention, parce que je vois on a dépassé les 20 heures. Effectivement, on nous indique qu'on est déjà à 20h12. Voilà, en tout cas, s'il y a une dernière intervention, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour cet échange, puisque vous êtes encore une trentaine en visioconférence et il y a aussi du monde qui nous suit en parallèle sur Facebook Live. Et donc, pour un jeudi soir, on va dire, c'est plutôt très bien. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci aussi à la commune de Chaponneau pour son accueil et toutes les visites qu'on a pu faire cet après-midi. Tous ces échanges sont extrêmement enrichissants pour nous en tant qu'élus et nous permettent de mieux adapter les réponses publiques qu'on peut trouver aux différents questionnements. Et j'espère que le couple maire-député permet d'avoir une réponse consolidée à vos questions et j'espère et gage de confiance dans la vie publique. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça me fait du bien d'entendre aussi parler des petits problèmes d'aménagement routier du quotidien et de sortir de ce sujet omniprésent qu'est le Covid pour voir que l'aménagement du territoire continue grâce à l'implication des élus locaux. Et donc voilà, donc merci à tous pour ces échanges. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Je crois que nous serons en métropole à Charbonnières-les-Bains pour le même exercice, donc avec le maire de Charbonnières. Et puis Damien, si ça te convient, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, moi je veux retourner les remerciements aux députés et à l'ensemble de son équipe qui est aujourd'hui à ses côtés, qui l'a accompagné pour l'organisation de cette demi-journée dans la commune et puis pour terminer avec cette visioconférence. Et je voudrais remercier Thomas Gassiou pour ses initiatives qui lui permettent effectivement de rester à proximité du terrain, des territoires. Je le remercie également pour sa disponibilité à chaque fois que nous avons besoin de lui. Voilà, merci à tous pour votre présence et bonne fin de soirée. Merci. Merci.